Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, Al-Massar reste au gouvernement d'union nationale. Le Parti de la Voie démocratique et sociale a également réaffirmé son attachement au document de Carthage qui avait fixé en 2016 les priorités, le programme et l'action du gouvernement d'union. 2017, une année record pour le secteur du tourisme. Au Maroc, le pays a comptabilisé 11,35 millions de visiteurs sur son territoire. C'est 10% de plus que l'année 2016, soit 1 million de touristes supplémentaires. Et puis au Tchad, le gouvernement veut interconnecter ses services de douane, des impôts, du Trésor ainsi que les banques afin de créer un guichet unique national. Objectif, mieux sécuriser les recettes publiques. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, une motion de défiance contre le président Jacob Zuma sera débattue ce jeudi 15 février au Parlement si celui-ci ne remet pas sa démission. Une annonce de l'African National Congress qui avait ordonné ce mardi l'abdication du chef de l'État dans les 48 heures. Le président Jacob Zuma, qui s'est exprimé à la télévision, juge cette demande de démission très injuste. En Tunisie, à quelques mois des élections municipales, le parti Al-Massar réaffirme sa participation au gouvernement d'union nationale. Le Parti de la Voie démocratique et sociale demande par ailleurs des conditions de neutralité et de transparence pour assurer le succès des élections municipales, élections qui aura lieu le 6 mai 2018 à Aïssatou Diamanka d'Islande. Le Parti de la Voie démocratique et sociale, Al-Massar, a réaffirmé qu'il restait au sein du gouvernement d'union nationale. Il a également réaffirmé son attachement au document de Carthage qui avait fixé en 2016 les priorités, le programme et l'action du gouvernement d'union. Le parti a appelé à l'amélioration des institutions pour gagner les enjeux économiques et sociaux. Il a insisté sur la nécessité de mettre en place des outils de contrôle pour garantir la bonne gouvernance et associer les partis signataires. Notre participation au gouvernement comme partenaire traduit notre sens de la responsabilité politique tant que le gouvernement s'emploie à combler les défaillances en matière de manque de communication avec les signataires du document de Carthage en juillet 2016, dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la lenteur dans la mise en place des institutions constitutionnelles et l'actualisation des lois non conformes avec la Constitution. Le parti a invité le gouvernement à garantir les conditions de neutralité et de transparence pour assurer le succès des élections municipales, des élections qui auront lieu le 6 mai 2018. Je crois que la décision d'Al-Massar, après moult tergiversations, s'il décide de rester dans le gouvernement en mettant l'accent sur l'engagement politique qu'il a pris, je crois que c'est une très bonne initiative dans la mesure où la Tunisie est arrivée à un niveau où il faut véritablement faire abstraction de toutes les divergences et se retrouver autour de l'essentiel pour pouvoir reconstruire leur pays. A rappelé que le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Betaïb, représente le parti Al-Massar au gouvernement d'union nationale. Le Maroc affiche une belle performance du secteur touristique pour l'année 2017, secteur qui représente 11,4% du PIB, un excellent pourvoyeur d'emplois avec 515 000 emplois directs en 2016, soit près de 5% des embauches dans l'ensemble de l'économie. Aïssatou Diamanka d'Islande. Au Maroc, l'année 2017 a inscrit un nombre record pour le tourisme. Le pays a comptabilisé 11,35 millions de visiteurs sur son territoire. C'est 10% de plus que l'année 2016, soit 1 million de touristes supplémentaires. Pour la première fois, le nombre de touristes dans le royaume dépasse la barre des 11 millions. Les nuitées dans les établissements d'hébergement touristique classés EHTC ont également enregistré une forte croissance de plus de 15% en 2017 par rapport à l'année 2016. Le taux d'occupation a atteint 43% en 2017, enregistrant une hausse de 3 points par rapport à l'année 2016. Les recettes touristiques en devises ont atteint quant à elles 69,7 milliards de dirhams en 2017 contre 64,2 milliards de dirhams en 2016, enregistrant ainsi une progression de 8,5%. Le secteur touristique occupe une place importante dans l'économie marocaine. Il est de plus en plus considéré par les autorités du royaume comme un secteur stratégique pour accompagner le développement économique national. Je crois que
le Maroc, depuis de nombreuses années, a fait des bons choix en termes de marketing territorial et de stratégie de promotion touristique à l'international, ce qui explique aujourd'hui pourquoi est-ce que ce secteur-là a énormément de succès. C'est un tourisme qui est diversifié, qui est varié, avec une bordure sur l'océan, une bordure sur la Méditerranée, avec le patrimoine qui est mis en avant au Maroc. Et puis, il y a de nombreux festivals dans le pays qui attirent énormément de monde. Et aujourd'hui, il en récolte les fruits. Le tourisme est le deuxième contributeur du PIB national et deuxième créateur d'emplois dans le pays. Il contribue largement à la création de richesses, à la diminution du chômage et à la pauvreté, avec une demande touristique globale représentant environ 11,4% du PIB. Au Tchad, une restructuration des régies financières a été opérée par les autorités en charge des finances publiques. Objectif, sécuriser les recettes publiques afin de faire face à la précarisation de la situation économique et sociale du pays. Une réforme qui se met progressivement en place. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Corinne Kamse-Fehem. Au Tchad, dans l'optique de sécuriser les recettes publiques, le gouvernement va interconnecter les services de la douane, des impôts, du trésor et les banques pour rendre effectif le guichet unique national. Le ministère des Finances et du Budget souhaite aussi construire un data center normalisé afin de sécuriser les opérations de commerce extérieur et faire le suivi des exonérations douanières. Bien entendu, notre effort ne doit pas se limiter exclusivement à la maîtrise de la masse salariale. Ça serait non seulement contre-productif, mais ça serait également injuste. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour d'abord mobiliser et sécuriser les ressources publiques. L'opération zéro déperdition s'inscrit dans cette logique. Selon les autorités, cette politique de sécurisation des finances publiques intervient dans un contexte économique et financier difficile, caractérisé par une baisse des recettes pétrolières qui constituait l'essentiel des revenus de l'État. Cette initiative permettra au gouvernement d'atténuer les déficits budgétaires et la montée de l'endettement public, ainsi que les fréquentes tensions de trésorerie. La nécessité vitale d'engager des mesures courageuses pour sortir notre pays de l'ornière dans laquelle la crise mondiale l'a placé. Remplir notre mission dans ces contextes est certes pénible, mais nous n'avons le droit ni de douter, ni de désespérer, ni de céder à la facilité. Par ailleurs, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Sabre Fadoul, a annoncé ce 12 février 2018 la volonté du gouvernement d'éponger ses dettes intérieures auprès des opérateurs économiques pour relancer les activités économiques. Une somme d'environ 12,5 milliards de francs CFA sera disponible dès ce mercredi 14 février 2018 pour lancer les règlements des dettes. Dans l'actualité également, l'association des blogueurs du Kenya réclame un amendement des articles 77 et 94 du Code pénal. Ces articles font état d'une peine d'emprisonnement de 7 ans pour tout propos préjudiciable à l'ordre public. Une loi qui porte atteinte à la liberté d'expression en ligne pour cette association. Reportage Adidjatou Badawi. L'Association des blogueurs du Kenya remet en question certaines dispositions du Code pénal en ce qui concerne la liberté d'expression en ligne. Devant la Haute Cour du Kenya à Nairobi, ils ont sollicité un amendement des articles 77 et 94, lesquels prescrivent une peine d'emprisonnement de 7 ans pour tout propos à caractère subversif, préjudiciable à l'ordre public, à la sécurité du Kenya et criminalisent la liberté d'expression dans les lieux publics. Il serait judicieux que la justice kenyane soit un peu plus flexible. Même s'il est vrai que les blogueurs et les journalistes et les activistes profitent de l'Internet comme d'un espace politique,
il ne faudrait pas non plus que les libertés fondamentales soient bafouées. Malgré la suppression de certains articles du Code pénal kényan ces dernières années, les blogueurs sont toujours victimes de la loi. Récemment, le journaliste Yassine Djouma a été arrêté pour avoir publié des informations dénonçant une attaque contre les forces kenyanes en Somalie. Le gouvernement kenyan est même déjà très en avant par rapport à d'autres pays africains. Mais des progrès peuvent être encore faits. Ce que le gouvernement kenyan pourrait faire, c'est d'essayer de trouver un système de régulation ou alors d'essayer de créer un comité régulateur en collaboration avec ces blogueurs et ces journalistes. Selon un rapport publié en 2016 par Freedom House, le Kenya figurait parmi les 65 pays au monde dont la liberté sur Internet est avancée. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.